Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, un salut chaleureux au public qui nous accompagne. Bonjour. Et à l'équipe que je suis ravi de retrouver, les spécialistes amoureux, passionnés d'art que vous êtes. Fabrice Bousteau, le boss de nous, Beaux-Arts Magazine, nouvelle formule, très beau travail et je le conseille chaleureusement avec tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité de l'art. Lauriane Mélière, salut. Salut Ali. Tu dégages les grands enjeux qui se cachent derrière la création artistique contemporaine. Ça, c'est toi. Margot Bétou, salut. Wouh. Oui, la mémoire vive de l'émission, mais pas seulement. Et Nathalie Lesage, quel bonheur de te revoir, Nathalie. Bonjour, plaisir partagé. La joie, la gaieté. Et bien sûr, au piano, Mondrian, alias Charlie Voodoo. Ou l'inverse. Ou l'inverse. La star du cabaret, Madame Arthur. Salut Charlie. Salut. Avant d'accueillir Ibrahim Malouf, le mot du jour, on va démarrer avec toi. C'est la tradition, Nathalie. Mon mot aujourd'hui sera Égypte, parce qu'on va voyager. C'est parfait. Fabrice. Alors moi, c'est deux mots. Trouble. Ou comment l'art à six mains peut devenir absolument jouissif. Vous allez voir ça. Ah bah, écoutez, on a hâte. Lauriane. Dit-il avec l'œil qui brille. Oui. Moi, c'est flippant, puisque la mode peut l'être parfois. Et Margot. Moi, c'est Liban pour aller dans le sens de Nathalie et puis pour rendre hommage à notre invité, bien sûr. Et en hommage évidemment à Ibrahim Malouf. Et toi, Charlie, ton mot du jour? Moi, je vais remettre un petit peu d'ordre, comme tous ces petits carreaux savamment agencés, très organisés. Bravo. Ça vous dit quelque chose. C'est très bien organisé comme cette émission. Il est grand temps de recevoir notre premier invité. C'est un musicien formidable, virtuose. Je vous le disais, chacun de ses concerts est une expérience et une expérience collective unique. Ibrahim Malouf est dans la Grande Galerie francophone. Salut Ibrahim et bienvenue. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Avant, je vous présente le public et toute la bande. Il y a quelque chose d'assez fou, mais vraiment de fou au sens propre que vous êtes en train d'organiser. Pas trop flippé. Décrivez-nous ce qui va se passer à la Défense Arena. Alors Paris La Défense Arena, c'est le 10 avril 2027, donc dans un an. Ouais. Pratiquement jour pour jour. Pratiquement jour pour jour. Je fête mes 20 ans de... Alors moi, j'aime pas ce mot carrière, mais parce qu'il revêt un truc un peu bizarre. Mais c'est mes 20 ans de live, et mes 20 ans de concert, mes 20 ans d'indépendance, et je fais ça en grand. Et en très très grand, Voilà. puisque ce sera le plus grand concert instrumental de jazz jamais organisé. Près de 40 000 personnes, 2000 musiciens. Il y a un moment, en fait, ouais. Et avant, à 19h, juste avant le démarrage du concert, il va se passer un truc complètement fou. Absolument. On vient de l'annoncer là, il y a quelques heures. Et c'est complètement dingue. C'est quelque chose que j'ai pu faire précédemment dans des événements un peu plus petits. Ouais, C'est au des- 104 à Paris, par exemple. Absolument. Quelques années, on avait fait ça. J'y étais, j'y ai même participé. Exactement, je voulais pas le dire, mais si vous le dites. C'est une sorte d'improvisation géante où tout le monde en fait participe à la création d'une œuvre, Ouais. y compris le public, y compris des gens qui sont des très grands professionnels de la musique, qui savent improviser ou qui savent jouer de la musique, mais également des gens qui n'ont jamais fait de musique de leur vie. Et l'objectif est de trouver un point commun entre toutes les personnes présentes jusqu'à ce qu'on trouve une pulsation, une mélodie, une harmonie. Mais concrètement, comment ça va se passer? Ben, j'en ai aucune idée, c'est une improvisation. C'est ça qui est génial. Donc on verra bien. Mais qu'est-ce c'est que vous surtout allez demander aux gens? Imaginez 35-40 000 personnes, Alors on a 40 minutes pour le faire. Oui. C'est un vrai défi, hein, c'est un challenge. D'ailleurs, on fait venir les Le Guinness, Guinness Book. pour valider la plus grande improvisation jamais Et organisée. c'est au une monde. performance artistique, C'est presque. une performance artistique dingue et c'est un vrai défi. En fait, c'est un processus qui est assez particulier, l'improvisation. En fait, il faut partir du principe que rien ne peut naître s'il n'y a pas de chaos. C'est un message, c'est même un message surtout en ce moment quand on voit l'état du monde. Je veux dire, je trouve que c'est un message qui est important, mais c'est un message aussi dans la création. Quand on écrit un livre, au départ, il y a rien en fait. Ouais. Quand tu composes une musique, moi je fais ça toute ma vie depuis que je suis tout petit. Au début, c'est une cacophonie. Au début, je fais n'importe quoi. Je suis au piano, je fais n'importe quoi et ça sonne pas bien. Exactement. Et à un moment donné, ça finit par sonner, donner quelque chose. Et donc l'idée aussi et le message qu'il y a derrière cette gigantesque improvisation, c'est qu'on doit ne pas avoir peur du chaos dans lequel on est
pour pouvoir se projeter dans l'avenir et créer des harmonies, créer une harmonie, créer une mélodie, avoir une pulsation commune et trouver un point commun. Je reprends le mot chaos et il sonne d'autant plus fort dans la bouche d'un Libanais, de quelqu'un qui est autant attaché à sa terre natale. Et il y a une dimension rassemblée, créer du collectif à travers votre travail de musicien dont on va parler évidemment. Mais la première question rituelle de l'émission, je vous la pose. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Ibrahim Malouf ? Des réponses à toutes les questions auxquelles il est impossible de répondre. Exemple. Et parfois, c'est comme moi, je fais beaucoup de musique de film maintenant depuis une vingtaine d'années. J'ai cette chance de faire de la musique de film. On se rend compte en travaillant dans le cinéma qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas montrer avec l'image. Il y a un moment où l'image, les mots, ne peuvent plus rien apporter d'autre. Et c'est là pour moi que la musique et l'art, je ne dis pas que l'image n'est pas de l'art évidemment, Oui, mais je veux dire par là que quand on essaie de raconter quelque chose avec une forme de dramaturgie, avec une histoire, il y a un moment où on est limité. Les mots n'existent plus. Et je trouve que l'art, et en particulier la musique, moi je prêche pour ma paroisse, je suis musicien, donc je trouve que la musique à un moment donné dépasse en racontant des émotions qui ne sont pas explicables. Et dans la vie de tous les jours, il y a des drames, il y a des moments de joie, il y a des moments inexplicables, il y a des absurdités. Il y a un moment où on ne peut plus donner de réponse, notamment à nos enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux leur expliquer ? Donc, si je ne leur donne pas le langage de l'art, j'ai peur qu'ils perdent une forme d'équilibre. Il y a des artistes qui accompagnent votre vie. Un artiste qui compte beaucoup pour vous, Ibrahim Malouf, avec lequel vous avez collaboré pour la couverture de votre album Levantine Symphony. C'est un peintre libanais, David Daoud. Absolument. On va voir l'œuvre de David Daoud. Ouais, c'est une œuvre absolument sublime que j'ai. Bon, moi, je voulais. Moi, tous mes albums, en fait, il y a tout le temps quelque chose de visuel qui est lié ou à un artiste, peintre, photographe, créateur, graphiste, etc. Et j'aime bien mettre en valeur leur travail. Et quand j'ai découvert le travail de David Daoud, j'ai été très touché. Alors, qu'est-ce qui vous touche justement ? Décrivez-nous ce qu'on voit, ces nombreuses peintures. Ouais, alors David, faut connaître sa vie aussi pour savoir pourquoi il peint ce qu'il peint. C'est un homme qui vit dans une forme de résilience, qui a... Libanais. Alors, il est libanais. Il vient du sud du Liban. D'ailleurs, les dernières guerres ont absolument ravagé son village, sa maison, toutes ses œuvres qu'il avait stockées là-bas, toute son histoire, son héritage. C'est d'une tristesse absolument terrifiante. Mais il est né... j'ai l'impression de lui ressembler sur certains aspects, c'est-à-dire il y a quelque chose de noir, mais qui est lié effectivement à une enfance pas drôle. Enfin, je veux dire, voilà, moi, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort, j'aime pas raconter ces choses-là en général, j'en parle très très peu. Mais effectivement, notre génération, David et moi, on a vécu une époque où on a connu les bombes qui nous tombaient sur nous, sur nos Bien maisons. sûr. Moi, je me rappelle, j'avais 10 ans, 11 ans quand on courait sous les abris. Donc, il y a un moment où on se dit comment on va utiliser ça pour en faire quelque chose de chouette, de positif, de joyeux. Et donc, moi, j'en ai fait ma musique et tout ça. David, il a quelque chose de plus introspectif. Il n'a pas peur de montrer ce qui est noir. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. L'équivalent, je dirais, en littérature, c'est Wajdi Mouawad, qui me touche profondément parce qu'ils disent des choses que moi, je n'oserais jamais raconter. Libanais lui aussi, d'ailleurs. Libanais lui aussi. Incendie. Voilà, exactement. Et ce sont des gens qui ont... Moi, j'ai une éducation un peu binaire où mon père était très strict sur l'éducation, la musique. Mon père me disait quand j'avais 10-11 ans, si tu n'es pas diplômé du Conservatoire de Paris, à l'âge où moi j'ai découvert la trompette, c'est-à-dire à 21 ans, c'est que tu as raté ta vie, etc. Il y avait un truc hyper rigide et tout. Et ma mère, c'était le contraire. Ma mère, elle ne voyait pas le mal, nulle part. Il n'y a jamais de mal. Mais d'ailleurs, encore aujourd'hui. Même aujourd'hui. Elle ne voit jamais le mal. Et donc, j'ai grandi entre cette discipline à l'extrême et une maman qui ne veut absolument... Ma mère, c'est La vie est belle. C'est ce film sublime. Oui. C'est ça. Tout ce qui va mal, en fait, tout va bien. Et donc, du coup, quand je vois qu'il y a des gens qui sont de ma génération qui ont réussi à raconter ce que moi, je me suis toujours interdit de développer, je les admire. Je les admire. Et David, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, comme j'en ai pour Wajdi, pour des gens comme ça, qui ont réussi à... je sais pas, exorciser, je sais pas quel mot je devrais utiliser, mais à sortir ce mal en le racontant avec des mots, avec des images qui sont fortes
et qui y arrive. Moi, je serais incapable. Pourtant, je trouve que votre musique, elle n'est pas exempte de toute noirceur. Il y a parfois un peu de mélancolie, non? Alors, je m'interdis pas la mélancolie. Je me l'interdis pas, mais je n'ai jamais réussi, je pense pas en être capable, hein, vraiment, de raconter les douleurs ou les souffrances. Et notamment les drames les plus graves. Ouais, ou même dans ma vie, en général, on traverse tous des moments difficiles. Je veux dire, moi, j'en ai traversé. Enfin, je pense que les gens qui me connaissent savent que j'ai passé des moments un peu compliqués aussi ces dernières années. Donc, je suis pas capable de trouver les mots pour raconter les choses difficiles. Donc on va souvent avoir l'impression que j'évite les sujets. Passons aux choses sympas. Mais c'est vrai que quand on sort d'un de vos concerts, il y a une forme de joie collective, d'enthousiasme. On est transporté. Merci en tout cas parce que votre musique, c'est le meilleur remède à la mélancolie. Vous restez avec nous, Ibrahim Malouf. Un moment important de l'émission, la claque de la semaine. Et on démarre évidemment avec toi, Nathalie. Oui, On démarre toujours avec Nathalie. Oui. on peut changer. Non, comment? Les Traditions, les traditions. Oui, les traditions, mais là, je vais changer un peu parce que pour vous présenter ma claque, je vais vous amener un petit peu dans ma tête et c'est un peu comme dans vos concerts, on est parfois plusieurs. Donc, je me suis fait une petite vacance à Bratislava et j'ai évidemment visité un musée. Je suis allée à la Galerie nationale. La capitale de la Slovaquie. Merci de préciser. Voilà. Elle est très, très intéressante à visiter. Très beau musée. Et quelle ne fut pas ma surprise dans cette galerie, au 2e étage, de tomber sur cette œuvre d'un artiste slovaque, bien entendu, qui s'appelle Ludovic Fula, qui a été réalisée pour les Jeux olympiques de Montréal de 1976. On l'attendait. Là, je me suis dit, c'est un l'attendait, signe. le Montréal et le c'est un signe. Québec. C'est le ciel qui me dit, mais tu dois faire une claque sur des JO de Montréal, dont on célèbre les 50 ans cette année, avec une exposition au musée McCord. Et là, je me suis dit, alors, je vais faire une claque sur le design graphique culte des JO de Montréal, qui était quand même assez iconique, que ce soit son logo réalisé à partir d'anneaux olympiques qui forment la lettre M, que ce soit sa mascotte Amic, qui veut dire castor en algonquin. Après, il y avait les affiches qui n'ont pas pris une ride, très vintage. J'avais envie de flatter votre fibre cocorico parce que je sais que vous aimez. Est-ce que vous saviez que le Stade olympique de Montréal a été conçu par un architecte français qui s'appelle Roger Talibert? Et là, je me suis dit, ben non, je ne peux pas parler que des JO de Montréal. Je vais encore me faire accuser de chauvinisme. Donc là, je me suis mis à chercher sur Internet pour trouver d'autres références graphiques de ces JO. Et je suis tombée sur l'identité graphique des Jeux de Tokyo de 1964, de Mexico de 1968, ou encore, regardez à droite, c'est l'affiche des JO de France de 1900. Je continue mes recherches sur Internet, clic. Et là, je tombe sur cette photo iconique du Black Power qui a été prise aussi pendant les JO de 1968. Ouais. Je continue mes recherches. Est-ce que vous saviez que le P de parking a été conçu pour les Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928 et que les pictogrammes qu'on voit partout, eux, ont été conçus pour les JO de Munich de 1972. Donc, j'y arrive à ma claque. Ma claque, c'est en 2 temps. Déjà, c'est JO qui, certes, produisent des athlètes, mais également, je trouve, des envolées créatives. C'est un laboratoire créatif exceptionnel où il y a de grands symboles et évidemment des grands mouvements du design qui ont été vus là, mais aussi, donc, 2 sources intarissables d'inspiration et d'information que sont Olympic Game de Design, qui a aussi édité un livre, ainsi que Olympics.com, tout simplement. J'y ai passé des heures. Donc, allez vous promener sur ces sites pour découvrir l'histoire et le design. Merci, Nathalie. Fabrice, ta claque de la semaine? Alors moi, je vais vous parler d'une exposition qui a vraiment enflammé Londres en mars dernier. Exposition qui s'appelle Triple Trouble. Et en fait, qui réunit 3 stars mondiales de l'art contemporain. C'est le moins qu'on puisse dire. Damien Hirst, on connaît l'artiste anglais qui est connu dans le monde entier pour ses tableaux à points, ou aussi le requin dans du formol. Un deuxième artiste qui est aussi une énorme star, qui est Obey, l'artiste américain qui a fait le portrait d'Obama, qui a fait le portrait également de Marianne, qui est dans le bureau du président de la République. Et un troisième artiste, le maître du street art mondial qui est français, Invader, qu'on connaît à cause de ses représentations de symboles pixelisés en mosaïque. Qu'on peut croiser dans n'importe quelle rue
Et d'ailleurs, le premier artiste qui a envoyé une œuvre dans l'espace. Alors, ça aurait pu être une exposition un peu boring si c'était juste une exposition collective avec les œuvres des 3 artistes. Mais la grande différence, ce qui est extrêmement rare dans l'histoire de l'art, c'est qu'ils ont créé des œuvres d'hybridation collective ensemble. Et génial. En faisant aussi beaucoup d'écho à l'histoire de l'art. Il y a par exemple la vague d'Okuzai, qui est pour moi le chef-d'œuvre de cette exposition, qui est réalisé, on reconnaît à la fois les pixels de Invander et à la fois aussi le langage des 3. Ce qui est très 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 étonnant, c'est que ça, c'est la pharmacie de Damien Hirst, revue et corrigée, le exactement, Barack Obama d'Obey. Par également Invander, qui collectionne les figurines qu'il y a dans les Kinder Surprise. En général, les œuvres sont vraiment un mélange des 3 artistes. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que en fait, dans l'histoire de l'art, c'est très très rare le travail collectif. C'est très rare parce que en fait, j'ai vraiment pensé à Ibrahim Malouf en m'intéressant à cette exposition, parce que je pense que vous êtes vraiment exactement un artiste qui favorise l'hybridation, les collaborations collectives, et c'est ce que vous allez faire prochainement, et c'est sans doute le plus casse-gueule, le plus dangereux, mais quand ça donne la réussite de Damien Hirst, Obey et Invander, franchement, moi j'applaudis, je trouve ça génial. Je vais vous parler d'un duo, c'est ma claque de la semaine. Je vais dire le nom de la marque une fois, parce qu'après on va être censuré, ça s'appelle Matière Fécale, au pluriel. Ouais. Et en fait, ma claque, elle vient de Anna Rose et Steven Raj, qui sont donc les créateurs et créatrices de cette marque. Et lors du dernier défilé, j'ai été absolument choquée, bluffée, étonnée, puisqu'on avait des mannequins qui étaient complètement défigurés, étranges, avec des démarches hyper inquiétantes, des nez fracturés, des cicatrices, des visages complètement distordus, des billets de banque qui grimaient leur visage. C'était pas du tout Halloween, hein, c'était donc le maquillage du défilé. Et la collection s'appelait The 1%, donc les 1%, qui fait référence en fait aux 1% des personnes les plus riches de la planète. Peut-être à leur goût pour l'artifice. C'est évidemment une critique acerbe de l'époque, du capitalisme, tout en s'incluant dans cet écosystème, puisque Matière Fécale propose des vêtements qui sont quand même pas donnés. Anna Rose et Steven Raj forment un couple aussi à la ville. Ils s'étaient rencontrés à l'école de mode de Montréal, et je le précise, voilà, pour notre Canadienne nationale. Ça mérite des applaudissements, parce il y a qu'à chaque fois, il y a tellement de chaque talent fois à qu'on prononce Montréal. le beau nom de Montréal, il faut applaudir. Et de cette histoire d'amour qui commence en 2014, en fait, ils se sont poussés l'un l'autre, et ils en parlent beaucoup en interview notamment, à se soutenir pour devenir la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours rêvé d'être. Donc ils font beaucoup d'expérimentations. Ce qu'on voit dans leur défilé, souvent, ils se l'appliquent à eux-mêmes en déformant leur visage, en changeant leur apparence. Leur défilé dérange, leur prise de parole aussi parfois intrigue. Moi, j'aime beaucoup cette façon de challenger le statu quo et de déranger un petit peu le monde de la mode. Aujourd'hui, ils sont suivis par des grosses stars. Ils habillent évidemment Lady Gaga, qui aime beaucoup les expérimentations en termes de style, mais des actrices aussi plus statutaires, Sarah Paulson, etc. Donc, Matière Fécale, au pluriel, à suivre de très près depuis un an, la création du label. Merci Lauriane. Très bien, Ali. Charlie, ta claque de la semaine? Ma claque à moi, c'est très divertissant, c'est visuel, il s'appelle Aaron Hughes. Alors voilà, ce qu'il fait, c'est du stop motion, c'est-à-dire qu'il décompose image par image. On le fait avec des objets, lui il le fait avec son propre corps. Voilà, donc il fait des déplacements qui sont impossibles à faire dans la vie normalement, à moins d'être extrêmement souple. Et c'est un boulot de dingue, mine de rien, parce qu'on voit comme ça, c'est amusant, ça dure 10 secondes. Et en fait, c'est des heures, des journées de travail entières, parce qu'entre chaque image, la lumière change. Donc il doit tout réétalonner pour que tout soit fluide. Voilà, il transforme son corps. Et la musique, on ne l'a pas, mais il prend de la musique contemporaine, piano, violon, qui remonte lui-même, qui passe à l'envers. Voilà, et il fait tout ça. Merci Charlie. Margot, ta claque? Moi, ma claque, elle vous est un peu dédiée, Ibrahim Malouf, parce que je voulais rendre hommage à une de vos compatriotes, Ethel Adnan, une très grande artiste qui était peintre et poète et qui est restée quasiment inconnue jusqu'à ses 87 ans. Et tout d'un coup, à la faveur d'une étincelle imprévue, elle a fait tourner la tête à tout le monde de l'art. Très vite, elle a été de toutes les ventes, toutes les foires, toutes les conversations. Vous la connaissez, Ibrahim? Un engouement. Je la connaissais pas directement, on s'est jamais rencontrés, mais on a eu un échange indirect, pardon. Ouais.
Non, mais pas du tout. Et bah, c'est un hommage. Donc voilà. Et elle a fait tourner donc, la tête à tout le monde de l'art. Elle a été de toutes les conversations. Et c'est donc une vieille dame qui est devenue une star, mais qui est toujours restée une éternelle enfant. Chez elle, la peinture est venue après la poésie. Elle a commencé par écrire. Et c'est comme si elle apprenait une nouvelle langue, comme si elle traduisait ses écrits en poésie visuelle. Tout son travail, ses écrits comme sa peinture ont toujours été éminemment politiques et au service de la paix. C'est quelqu'un qui a été traversé dans sa chair par la guerre au Liban, bien sûr, et aussi ailleurs dans le monde. Et elle écrivait « Il y a des peuples dont les yeux ne sont jamais morts, car les siècles de l'Inquisition n'ont pas écrasé le langage du vent. » C'est magnifique. On dit d'elle qu'elle parlait aux fleurs et aux anges. C'était une grande voix du Moyen-Orient, une artiste, une femme, une arabe, une femme libre. Elle a été la poète de la Méditerranée et de la paix, cette paix qu'on espère tant pour le Liban aujourd'hui plus que jamais. Je crois que d'ailleurs, vous dites que cette toile vous plonge dans un paradis perdu de l'enfance, Ibrahim. Etel Adnan, on dirait que vers la fin de sa vie, quand elle s'est vraiment lancée dans la peinture, elle est revenue vers l'enfance, vers le rêve de l'enfance. Oui. Ce que moi, encore une fois, je reviens toujours à mes enfants, parce que c'est toujours une référence, nos gosses. Mais quand je vois le bonheur qu'il y a dans les yeux de mon fils quand il dessine un soleil, un paysage tout simple, etc., je me dis, c'est fou, cette femme qui a traversé toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, qui finit quand même par garder cet espoir quand elle dit que il y a des peuples dont les yeux ne sont jamais morts. C'est ça en fait que ça veut dire, c'est-à-dire que leur espoir n'est jamais mort en fait. C'est ça dont elle veut parler. Et je trouve que c'est marrant parce que dans toutes les claques dont on a parlé, Oui. j'ai l'impression qu'il y a un truc qui unit toutes ces claques-là, c'est l'engagement. Enfin, c'est le message qu'il y a derrière. C'est pas tellement la beauté de l'œuvre en elle-même. On voit bien que Matière fécale, c'est pas non plus très beau. C'est pas ça qu'on cherche. C'est le message. Les œuvres de Etel, il y a des gens qui vont regarder, qui vont dire, mais attendez, je comprends pas, c'est un enfant qui a fait ça ou est-ce que c'est un adulte, etc. Et enfin, toutes les claques là dont on parle, finalement, c'est pas l'œuvre en elle-même. C'est qu'est-ce qu'elle raconte, c'est l'engagement de la personne qui est derrière, c'est le message qu'on raconte. Et finalement, je trouve que c'est beau. C'est beau que ce soit ça qu'on cherche. Tu avais un mot à dire sur Etel ? Oui, ce qui est fabuleux, ce qui m'a toujours beaucoup touché chez Etel Adnan, c'est en fait, elle en a parlé une fois dans une interview, c'est de jouer comme une partition avec à peine 2 ou 3 notes. C'est-à-dire, c'est la simplicité, comme vous le disiez, d'un dessin d'enfant. C'est ça, par exemple, ce qu'on voit à l'écran, c'est magnifique. Mais comment, avec 3 couleurs, on réussit à définir un horizon, une complexité. Et c'est magique, ça montre aussi la force de l'art, c'est qu'on peut toujours créer avec des choses les plus simples du monde. On peut avoir l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies, et en fait, un artiste peut faire ce que fait. Ibrahim, on poursuit l'émission en filant maintenant au musée de l'Hospice Saint-Roch qui est à Issoudun pour découvrir les œuvres de la peintre Léonore Fini à l'occasion d'une grande exposition qui lui est actuellement consacrée. Alex Vizorek y était. Voici le Viseur Expert. Et aujourd'hui, parlons de Léonore Fini. Une artiste mise à l'honneur par le musée de l'Hospice Saint-Roch d'Issoudun, et c'est cohérent, puisqu'elle est née en 1907, elle a vécu 88 ans, Issoudun, c'est fini. À Issoudun, on retrouvera notamment la reconstitution du salon de l'artiste. Un grand canapé rouge, un vieil animal assis dessus, c'est un peu Vivement Dimanche. Voyons quelques tableaux, notamment celui-ci, qui raconte très bien le sentiment des femmes qui se disent « Mais bon Dieu, pourquoi faut-il porter des chaussures à talons ?» Voici un autre tableau plus étrange, le halo, qu'on aurait pu appeler « Quand tu t'amuses à dessiner un visage dans ton assiette de purée ». Et ici, un tableau beaucoup plus joyeux, sans doute le premier concours de déguisement en sapin de Noël. Et enfin, mon préféré, Tizio, une vision rare, le fruit de l'accouplement entre un homme et un oursin. Ça doit être douloureux en plus, parce que les aiguilles, quoi. Rendez-vous donc à Issoudun pour découvrir Léonore Fini. Voilà, c'est fini. Merci Alex. Nathalie, tu avais une question à la fois intime, mais très pertinente pour Ibrahim. Là, vous êtes intrigué, hein? J'aimerais vous amener du côté de votre tante, du côté maternel, qui peignait
des paysages du Liban et principalement des maisons de votre village, du village de votre enfance. On regarde ici certaines de ces œuvres et je me demandais, est-ce que vous avez conservé certaines de ces œuvres près de vous, soit pour renouer avec des souvenirs ou justement être entouré de ces couleurs et de ces sens? Vous savez, dans ma famille, il y a un oncle qui préside l'Académie française et puis il y a ceux que personne ne connaît. Ma tante, Leïla, est décédée il n'y a pas très très longtemps. Pour moi, c'est une très grande artiste. Personne ne la connaît, mais regardez comme c'est beau. Ce témoignage-là, dans 100 ans, dans 200 ans, est-ce que ces villages seront encore là? Oui. Est-ce que ces peintures ne seront pas un témoignage extrêmement rare, De ce qu'était le Liban. hyper authentique de ce qu'est le Liban aujourd'hui et de ce qu'il est en train peut-être de ne plus être à cause des conflits régionaux? Voilà, donc moi, l'art, il est là aussi. Vous posez une question sur votre rapport au temps. Parce que vous parliez de ce tableau qui sera un témoignage peut-être dans un siècle, dans 2 siècles. Mais un jour, Thomas Bangalter, l'un des 2 Daft Punk, me disait la musique enregistrée, c'est somme toute quelque chose de très nouveau. Avant, on n'avait pas de musique enregistrée, ça a un peu plus d'1 siècle, disons. C'est marrant que vous parliez de ça. Comment on pourra jouer Ibrahim Malouf dans 2 siècles? Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Mais par contre, si vous me permettez, c'est marrant que vous parliez de ça, parce qu'effectivement, on est à une époque où il faut aller très très vite. D'ailleurs, la passion du monde de la musique d'aujourd'hui, c'est les IA. C'est-à-dire que tu rentres sur une appli, tu fais je voudrais une musique qui sonne un peu comme machin, paf, il te le produit, ça y est, ça peut sortir. Et en 2 secondes, d'ailleurs, tu le... Et ça peut sortir. Et ça peut sortir, il n'y a pas de problème. Hein. Je l'ai testé. Là, on pourrait, avec des IA, créer 12 albums là, en 20 minutes. Oui. Il n'y a aucun problème. Alors que moi, je viens de la musique, évidemment, où qui prend du temps pour se construire, qui raconte des choses, etc. Donc, Qui demande du souffle. Qui demande, ouais, du souffle, absolument. Et pas du clic. Absolument. Et pour avoir du souffle, il faut avoir une colonne vertébrale. Donc, sinon, il ne se passe rien. Donc maintenant, on arrive à créer à partir de rien. Et ce qui est marrant, c'est qu'en ce moment, je suis en train de remonter un projet que j'avais il y a très longtemps, qui est un orchestre qui s'appelle le Free Spirit Ensemble, qui est un orchestre d'improvisation classique. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à ce que vous me dites? Parce que avec cet orchestre, on réapprend à étirer le temps. On a fait un concert il n'y a pas longtemps à Toulouse dans un truc qui s'appelle la série des grands interprètes. Et les gens étaient choqués parce qu'on a fait 1 heure d'improvisation totale avec une 30aine de musiciens où j'ai expliqué au public, là il va se passer un truc qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va faire improviser des musiciens classiques, on va les faire jammer, ça n'existe plus depuis 3 siècles que des musiciens classiques improvisent. Oui. On va le faire avec tout le monde en même temps, chose qui même il y a 3 siècles ne se faisait pas. Et on va créer ensemble, un peu comme les improvisations géantes dont je parlais tout à l'heure, on va créer une œuvre. Sauf que l'œuvre, on va mettre 1 heure à créer une harmonie. On va mettre 1 heure à créer une mélodie avec 5-6 notes. Mais il faut l'accepter. En fait, il faut accepter qu'une œuvre, c'est comme ça que ça se construit. C'est comme ça que ça se construit depuis des millénaires, en fait. Et aujourd'hui, la technologie nous vend du rêve, nous fait une sorte de fumée. Elle nous enfume, en fait. Elle nous fait croire quelque chose qui n'existera pas. Et je pense que c'est très important que nous, en tout cas les gens qui aiment l'art, on se responsabilise et on réapprend à étirer le temps pour justement que la valeur du temps reprenne sa place. Lauriane? Non, mais justement, on parle de création et de prendre le temps. Vous venez justement de sortir il y a 2 jours un nouveau single. C'est une reprise du titre de Julien Clerc, Fais-moi une place. Donc j'imagine que vous n'êtes pas allé sur ChatGPT pour dire fais-moi quelque chose dans le style de Julien Clerc. Et vous préparez en ce moment la sortie d'un album intitulé À la française, qui est prévu pour septembre prochain, que vous enregistrez en duo avec la chanteuse libanaise Hiba Tawadji. C'est aussi votre épouse, mais c'est surtout une figure majeure de la scène musicale arabe de renommée internationale. Vous allez reprendre de grands classiques de la chanson française, par exemple Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais, Margot. magnifique, Francis Cabrel. Non, mais je voulais que tu le chantes, parce qu'en général, C'est vrai, c'est le souvent, vous êtes jukebox en duo toutes de les deux. l'émission. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. Voilà. Merci, Exactement. bravo. À quand le duo? Hein? À quand le duo? Fais-moi une place au fond de ton cœur. Et donc la question, pourquoi est-ce que vous avez voulu revisiter ce répertoire chansons pop, populaires, de grands classiques de la chanson qu'on connaît tous et toutes finalement? Parce que j'adore. Parce que Vous j'adore la chanson française. Parce que lorsque Hiba est arrivée en France il y a quelques années,
c'était une de nos étoiles. un de nos rêves. Elle a oui. grandi toute sa vie, elle a vécu toute sa vie au Liban. Elle est complètement francophone à 100%. Enfin, je veux dire, elle pourrait être française depuis toujours. Enfin, on pourrait même pas distinguer parce qu'elle a vécu au Liban, mais elle a appris le français. Elle a chanté en français depuis toujours. Donc son rêve, c'était pour une fois de faire un vrai album en français. Et je lui dis, viens, on fait ça ensemble. Et on le fait à la française. Vous connaissez l'expression, puisqu'on est ici dans le temple de la francophonie, l'expression du nouveau dans le coco? Non. Ça vient du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous le rappelles? En fait, le coco, c'est la tête. Ouais. OK? Donc, du nouveau dans le coco, c'est pour vous mettre de nouvelles informations dans la tête. Et ça mérite un jingle du nouveau dans le coco. Direction l'Égypte avec toi, Nathalie. En effet, je vous amène en Égypte pour répondre à un grand mystère de la vie. Pourquoi les statues égyptiennes ont-elles presque toutes le nez cassé? Hein? Quand même. Très, très grande question. Voilà, une grande question. Et désolé de défaire un mythe, ce n'est pas à cause d'Obélix. Hein? Il y a une espèce de légende qui stipule que ce serait peut-être les soldats de Napoléon qui auraient fait une rhinoplastie au Sphinx au moment de son À coup de épopée. bombardement? Oui, voilà, avec leur canon au moment de l'épopée égyptienne de Napoléon. C'est pas ça non plus, alors. C'est pas ça. Donc c'est ni Obélix ni ça. Ni Obélix, ni ça. Bon, on pourrait Obélix penser aussi que c'est peut-être le temps ou la gravité qui ont eu raison de mon visage, pardon, du nez de Ramsès II. Fallait que je le fasse. Le lapsus, c'est Du nez de génial. Ramsès II ou d'Akhenaton. Eh ben non, désolé, c'est pas ça non plus. L'explication, elle est beaucoup plus fascinante et c'est pour ça que je me fais égyptologue arabais, en fait, pour vous donner cette anecdote que vous allez pouvoir balancer dans vos soirées, parce que c'est très intéressant, vous allez voir. Donc, on sait dans la tradition judéo-chrétienne, lorsqu'on trépasse, notre âme va au paradis ou ailleurs, en fonction de notre En inventaire. enfer, pour certains. Ça dépend de notre inventaire de bonnes actions, Je- Ali. Moi, je ne me sens pas du tout Je ne concernée par regarde ça. personne en particulier. Moi, je ne me sens pas du tout concernée. Par contre, chez les Égyptiens, c'est autre chose. Donc, on parle du Ka, le KKA, qui est l'espèce de force, la force vitale. Hein. Et la force vitale du défunt, à l'époque des pharaons, ben, elle avait négocié de meilleures conditions de sortie que notre âme, puisqu'elle pouvait s'installer dans les statues érigées en l'honneur des défunts. Hein, comme une espèce d'Airbnb, mais d'après-vie. Et donc, de ce fait, la statue devenait en quelque sorte vivante. Elle pouvait voir, elle pouvait entendre, elle pouvait respirer. Et lui couper le nez, c'était carrément lui couper le souffle, lui enlever son pouvoir magique et en fait la neutraliser. Et d'ailleurs, on pouvait faire autre chose. On pouvait aussi couper les oreilles, on pouvait couper les mains. Donc, c'est vraiment, voilà, pour lui enlever ses pouvoirs magiques. Si bien que c'est pour ça que les statues ont été mutilées, mais pour diverses raisons et par Et différents notamment par profils. les pilleurs. Exactement. Donc, les pillards qui volaient les tombes pour s'éviter d'avoir la visite nocturne des défunts qu'ils avaient volés, coupaient des parties du corps de ces statues. Ensuite, ça pouvait être aussi des ennemis politiques qui voulaient se venger ou pour condamner aussi le symbole de l'idole. Et c'est ce qui est arrivé avec le Sphinx, notamment. C'est un religieux qui a coupé le nez du Sphinx au 14e siècle pour justement en opposition avec le fait qu'on idolâtrait cette statue. Toutes ces raisons expliquent qu'aujourd'hui, les statues sont, pas toutes les statues, mais que plusieurs statues sont mutilées. Et en fait, c'est comme si elles étaient, aujourd'hui on dit cancel, elles sont cancellées sur les réseaux sociaux. Donc, elles étaient les premières, les premières personnalités cancellées. Donc voilà, c'est pour ça que les merci. statues ont le nez cassé. Ibrahim a glissé dans vos soirées. Merci pour Vous savez pas. ce nouveau dans le coco. Nathalie, dans quelques instants, nous allons accueillir quelqu'un que tu connais bien et qu'on adore tous, Magloire Del Crovaro, qui va nous rejoindre. Mais d'abord, la petite galerie, comme chaque semaine, c'est signé Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Cette semaine, focus sur une véritable légende, Mona Hatoum, une artiste britannico-libanaise d'origine palestinienne. Mona, elle fait des sculptures et des installations qui évoquent la notion de quotidien et de domicile, mais où tout y est hyper menaçant. Par exemple, il y a cette installation où tous les ustensiles de cuisine sont électrifiés. Yes, mais encore cette énorme moulinette de cuisine ou ces disques de robots géants hyper agressifs, stylés, ou encore ce tankerville embarbelé, mais ma préf de préf, ça reste ce paravent en forme de râpe à fromage.
très très cool. Et en fait, derrière son œuvre, il y a la notion d'instabilité dans le foyer. Mona, c'est une fille de la guerre et de l'exil. Et son idée, c'est de retranscrire la crainte dans les éléments les plus basiques du quotidien, comme un refuge impossible à atteindre. J'utilise régulièrement des matériaux qui sont très attractifs, mais je les transforme pour qu'ils évoquent autre chose, comme le danger. Hyper intéressant, Mona Hatoum, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte d'Alexa Mead, une peintre américaine fascinante. Alexa, elle peint à l'acrylique et fait ses tableaux incroyables. Très stylé, sauf qu'en fait, ces toiles n'en sont pas. Alexa, elle simule des rendus 2D avec des environnements en 3D bien réels et de véritables modèles humains. Yes, c'est ouf, en fait, tout est en relief, et pour arriver à ce résultat, Alexa, elle utilise de gros aplats de peinture sans dégrader et travaille sa lumière pour écraser toute profondeur et volume de ses sujets. Nous, on adore, suivez le compte d'Alexa Mead, c'est ultra satisfaisant. Et on termine avec Lalu. Cette semaine, focus sur le travail d'Edoardo Tresoldi, un artiste italien qui retape des monuments détruits ou en ruine. Yes, sauf qu'Edoardo, il utilise un seul et unique médium pour redonner un semblant de vie à ces monuments fantômes, du grillage de chantier. Ouais, et ça donne ses œuvres monumentales. Truc de fou, Edoardo, il plie, découpe, superpose et soude différentes couches de grillage pour créer ces différentes nuances de transparence. Et derrière ces créations, il y a un vrai travail de recherche. Edoardo, il bosse comme un taré pour recomposer la mémoire des lieux et coller le plus possible à ce qui a réellement existé, mais en version grillage. Fascinant, Edoardo Tresoldi, c'est Lalu de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. On va, Ibrahim, accueillir maintenant un animateur télé, un collègue, un ami, un passionné d'art. Magloire Delcrovaro rassemble des francophones du monde entier sur l'antenne de TV5 Monde avec une série de documentaires intitulée Rassemblance. Et on le sait peut-être un peu moins, Magloire est aussi un passionné d'art. Salut Magloire. Bienvenue. Ravi de t'accueillir. Quel bonheur. Ça va? Tu vas bien? Tu connais quasiment tout le monde. Je te présente le public de la Grande Galerie Francophone Magloire et l'ensemble de l'équipe. Et Magloire, tu présentes donc Rassemblance. Une série donc qu'on pourra voir sur TV5 Monde, dans laquelle vous partez à la rencontre. Vous voyez quand même pour l'antenne. On va faire attention. Vous partez à la rencontre de personnes francophones partout dans le monde, pour essayer de comprendre ce qui peut les relier. On va en parler, mais d'abord, on le sait moins, mais vous êtes un passionné d'art, et vous êtes passionné notamment par un tableau depuis votre enfance. Et c'est un tableau assez curieux, justement, quand on parle de l'enfance, parce que c'est Guernica, de Picasso. En fait, j'ai installé le poster de Guernica. Ma grand-mère était très inquiète, parce qu'elle trouvait ça un peu morbide. Non, mais je la comprends. J'avais 9 ans. J'ai enfin vu Guernica à 20 ans. En fac, on était avec une de mes amies à Madrid pour le voir, au Prado à l'époque, mais elle a son musée dédié. Et Guernica, je sais pas, oui, Picasso a toujours été pour moi depuis l'enfance, parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a mis dans l'art depuis l'enfance. Mais Guernica, c'est pour moi l'horreur et le sublime en même temps. Mais ce qui est paradoxal, Magloire, c'est que quand on pense à vous, on pense à la joie, on pense à la gaieté, on pense à la force vitale. Et c'est assez curieux que le gamin Magloire ait été happé par cette peinture-là en particulier. Mais pas la période rose ou bleue de Picasso, mais cette peinture-là, effectivement, et pas... j'ai autre chose, j'ai gravé sur la peau un Egon Schiele, par exemple, qui est quand même l'homme qui a tordu tous les corps et surtout le sien en peinture. C'est vrai. Mais c'est le sublime qui côtoie l'horreur, c'est la vie. Et puis, il y a ensuite Toulouse, qui est un lieu important où vous étiez étudiant et vous avez développé un vrai goût pour l'art et vous organisez des expositions
avec et pour des amis. En fait, j'étais en faculté de droit. En faculté de droit, on ne sait pas tellement faire la fête. En revanche, aux Beaux-Arts, en médecine et aux Beaux-Arts, eux, ils savaient faire la fête. Et à un moment donné, je me rendais compte que ces apprentis artistes, ces bébés artistes, n'avaient pas ni les moyens ni la possibilité d'exposer. Oui. Vous connaissez bien ça, vous, le problème. Donc j'ai dit, bon, on va exposer. Alors, on a commencé par utiliser les murs de la fac. Et puis j'ai rencontré des artistes, dont un garçon qui s'appelle David Molto. Et effectivement, on a travaillé ensemble. Et c'était mon premier boulot. Votre premier job, c'est même attaché de presse d'art contemporain. Et en plus, pour vivre, parce que ça ne me faisait pas bouffer, je travaillais dans un centre aéré, j'emmenais tous les Alors, enfants du justement, Mirail dans les galeries d'art de la rue Croix-Baragnon, que après vous connaissez bien. Habitiez, parce que vous avez 1000 vies. Oui, vous étiez animateur de centre aéré Oui. et vous emmeniez des gamins voir de l'art contemporain. Ibrahim parlait souvent de l'enfance de ses enfants et des enfants en général. Mais qu'est-ce que ça apporte à un gamin d'aller voir de l'art contemporain? Quand on habite dans une banlieue un peu difficile et que le seule dépense culturelle, c'est la parabole que l'on met pour souper s'enchaîne, Oui. que ces enfants n'ont pas l'accès. Moi, on m'offrait des livres d'art depuis que j'avais 6 ans. Eux, non. Et la première fois que ces enfants poussent la porte d'une galerie d'art, et notamment d'art contemporain, c'est tout l'essence même de ce qu'est l'art, c'est-à-dire l'autre respiration de la vie qui jaillit. Et tout d'un coup, les interprétations sont folles, sont démentes. Et les références sont tellement différentes, mais c'est formidable. L'art, c'est la vie, et ça, on le voit avec ces enfants qui n'avaient jamais eu à l'époque l'occasion de voir. L'art, c'est la vie, mais qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? Qu'est-ce que vous attendez lorsque vous rentrez dans une galerie, que vous allez dans un musée? Est-ce que vous vous attendez à être ému, surpris, choqué peut-être? Vous cherchez le beau? Aujourd'hui, pour connaître et avoir cette chance-là depuis toujours, je pense que l'art, depuis le premier homme dans une grotte qui s'est servi de sa main pour faire un pochoir et qui s'est demandé mais qu'est-ce que je fous là sur cette Depuis terre Lascaux? Depuis Lascaux, par exemple, effectivement, on se dit l'art, c'est la respiration qui donne au moins un espoir, qui donne au moins une possibilité de survivre à cette condition humaine qui est terrible, c'est qu'on sait qu'on va finir. Et donc l'art, quel que soit le prétexte, quel que soit ce que fait l'art et pourquoi on le fait, c'est juste pour se donner un petit espoir que la vie peut être belle aussi. Donc quand je rentre dans une galerie, effectivement, parfois je suis très déçu. Et puis parfois, tout d'un coup, il y a une espèce de coup de foudre qui est inexplicable. Et c'est tant mieux, vive le mystère. Ah, c'est génial. Il y a ce mot célèbre de Robert Filiou qui dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. On va la noter, on la reprendra par cœur. Margot? Il y a une séquence qui a changé votre vie dans les années 90, c'était dans une émission de télévision et ce jour-là vous avez découvert un reportage sur Roberto Matta en train de créer donc avec une palette graphique et vous dites que ça a changé votre vie. Pourquoi ça a été fondamental pour vous ce moment? Je travaille déjà avec des artistes, mais même si j'ai la chance d'aller dans leur studio, dans leur atelier de création, j'avais jamais vu un peintre. Il y a peut-être un mystère que je n'avais jamais demandé à voir mon artiste peindre ou un artiste peindre. Et là, tout d'un coup, avec cette palette graphique, Matta dessine son dessin et on voit, et vous le savez là aussi, Fabrice, que sous le dessin final, sous la peinture, il y a plein de choses. Oui. Il y a une autre vie, il y a une autre existence. Et découvrir ça, tout d'un coup, c'est percer un mystère, mais qui rend la chose encore plus mystérieuse. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'il continue? Aujourd'hui, Magloire, vous animez, je le disais, une série documentaire sur TV5 Monde intitulée Rassemblance. Vous rencontrez donc des personnes francophones du monde entier et vous travaillez sur ce qui nous relie, par-delà les préjugés, par-delà les différences, par-delà ce qui peut nous opposer, nous diviser. Et parmi les rencontres de cette 3e saison, il y a quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on a reçu dans la Grande Galerie francophone, Johanna Torgman, la peintre formidable. Extrait. Tu sais, c'est bizarre, je me rappelle presque plus de moi avant que je sois une peintre. Enfin, avant que j'ai ce métier, Ça, c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah ouais? C'est très joli. C'est parce qu'en fait, je suis née... Ouais. Tu as senti que tu es née à la peinture. C'est fou, hein? Tu te rappelles pas de toi, petite fille, en train de vouloir peindre? Non, rien du tout. Je suis plus une storyteller qu'une artiste. Enfin, quand j'ai commencé en tout cas. J'ai toujours raconté des histoires en premier et après, c'était quel support je choisis pour les raconter. Et la peinture, c'est invité. Mais tu racontes toujours des histoires? Toujours, ouais. Elle est formidable. Nathalie? On a beaucoup parlé donc de cette passion de l'art contemporain. Par contre, il y a un lieu très, 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 très ancien qui vient vous chatouiller ici, qui prend au trip, comme on dit. C'est la chapelle Sixtine au Vatican de Rome. Et je me demandais pourquoi, qu'est-ce que ça vient chatouiller chez vous?
C'est l'art dans son sublime, la chapelle Sixtine. Alors évidemment, il est mis en collaboration, il existe pour une religion, mais on se fout éperdument que ce soit une religion qui est décidée, qui est C'est la religion des adorateurs de Michel-Ange. Oui, mais oui, c'est ça, de Michel-Ange et de cette beauté incroyable qui vous coupe le souffle, quoi qu'il arrive. Magloire, un mot sur la série Rassemblance. Comment est-ce que vous choisissez les profils de ceux qui y participent? On a vu Johanna, qui est une artiste formidable. Il y a Ali, le vendeur du monde. Oui, celui qu'on connaît bien dans le 6e homonyme, arrondissement, bien sûr. qui est le dernier vendeur de journaux à la criée dans Absolument. la rue. Tout le monde le connaît à Saint-Germain-des-Prés. Tout le monde le connaît, mais nous, on a eu l'exclusivité d'aller voir l'endroit, qui est une cave, où pendant 6 ans, il a dormi là. Oui. Et pour vendre ses journaux, aujourd'hui, c'est un garçon extraordinaire. Il est tout le génial. 6e arrondissement connaît, oui. Est-ce que par rapport à justement cette émission Rassemblance, vous avez une sorte d'idée, de perception, on parle d'art asiatique, est-ce qu'il y aurait une sorte de définition que vous auriez de l'art francophone? Est-ce qu'il y a un art francophone? L'art francophone, je ne suis pas sûr, universel, certainement. Mais en revanche, la francophonie a cette meilleure chose de rassembler, pour le coup, hein, je ne veux pas exagérer, mais de rassembler des arts venus du monde entier, qu'ils soient asiatiques, africains ou d'Afrique. Et la jeune femme Aïcha que nous sommes allés voir, dont le papa est guinéen, danseur, et qui est venu pour une tournée et qui est tombé amoureux d'une Wendat. Alors Wendat, c'est le peuple premier américain, que vous connaissez mieux sous le nom de Huron, mais Huron, c'est c'est les colonisateurs qui avons donné ce mot-là. Ce sont des Wendat, c'est comme ça qu'ils s'appellent et comme ça qu'on doit les appeler. Et donc elle est guinéenne, elle est Wendat. Vous disiez nous, les colonisateurs. Ah oui, vous avez raison. C'est étrange. Je vous l'ai dit parce que là-bas, en plus, il me dit, mais ton peuple, toi, là-bas, au l'ex-Dahomey, le Togo, tu es un peu comme nous, tu as été colonisé. Je dis, oui. C'est un peu vrai. Mais oui, c'est vrai, je l'ai dit. Au secours. En tout cas, c'est formidable. Ça s'appelle Rassemblance. Et merci infiniment, Magloire. C'est donc à voir dès la semaine prochaine. On va à présent ralentir le rythme comme chaque semaine, messieurs. On va prendre le temps de la contemplation. Direction un lieu splendide, la Bourse de commerce à Paris, avec cette exposition clair-obscur absolument magnifique. Regardez cette œuvre du peintre Victor Mann, c'est fascinant. C'est fascinant et c'est donc à voir à la Bourse de commerce jusqu'au 24 août à Paris. Merci infiniment à tous. Merci les amis. Merci Magloire. Votre série documentaire est donc à voir sur TV5 Monde. Ibrahim Malouf. Il y a cet album à la française. Il sort le 18 septembre, le jour de notre anniversaire de mariage, Iba et moi. Iba Tawaji et moi, voilà. Ah bah c'est une très très belle histoire. C'est pour ça que vous n'avez pas la couverture. Bravo, donc c'est pour ça qu'on a en tout cas les trompettes de Michel-Ange. Ouais, trompettes de Michel-Ange, puisqu'on en parlait de Michel-Ange Magloire. Voilà. Et c'est marrant, vous voyez la pochette de trompette de Michel-Ange. Cette pochette, c'est une photo qui a été prise il y a exactement. C'est une photo qui a été prise il y a exactement un siècle. Quand le photographe a fait cette photo, il ne pensait pas qu'un jour ça pouvait être la couverture d'un disque. Qui donc voilà, c'est de l'art. Fanfare. Et ben c'est la fanfare de notre village au Liban. Et mon grand-père, c'est le 3e en haut à partir de la gauche. Ah, génial. Voilà. Ouais, ça c'est mon. Il a la tête la plus haute. Hein. C'est mon papy. Je sais pas. Ah, si. Non, c'est le tarbouche, c'est le truc qu'il a sur la tête. Il y a un air de ressemblance. Mais on se dit, le photographe qui a fait cette photo, personne ne le connaît. Mais pour moi, c'est une des plus belles photos de tout ce que j'ai chez moi à la maison. Ah bah, et splendide. c'est une œuvre d'art, vous voyez. Donc voilà. Eh ben, merci infiniment. Et donc, le plus grand concert de jazz, ce sera à la Défense Arena le 10 avril 2027. Merci d'avoir été nos invités, messieurs. Quant à nous, merci les amis, merci
À vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous voulez sur les réseaux. À suivre sur notre antenne, évidemment, le 64 minutes. Magloire, on vous a demandé sur quelle musique vous aimeriez clore cette émission et vous avez choisi Grace Jones, La vie en rose. L'espoir aussi, de l'espoir. Charlie. On va la faire, mais on va la faire tous ensemble. Sinon, ça n'a pas de goût, d'accord? On fait à partir du deuxième partie du refrain. Il est entré dans mon cœur jusqu'à la fin. 3 et il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la durée pour la vie. C'est dramatique. Moi, je regarde l'audience, c'est pas sûr. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Merci. Merci et bravo. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir à tous.